Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des 7 styles de couple. 7 manières d'être ensemble, 7 manières d'être dans une relation amoureuse, avec parfois beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension, beaucoup de respect, et puis d'autres fois beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de violence. Quand on parle du couple, on parle, vous voyez, de l'histoire individuelle de chacun, de la manière dont on s'est construit psychiquement et émotionnellement dans notre petite enfance, à travers la relation que nous avons eue avec nos parents. Relation qui a été soit soutenante, ou au contraire, qui a comporté des risques, des absences, des manques. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous avez peut-être sélectionné l'icône qui correspond le mieux à votre relation de couple. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo tout ça un peu plus dans le détail. Dans cette vidéo, je vais m'exprimer avec des termes qui sont plutôt des termes issus de la psychologie, voire de la psychanalyse. Donc je vous invite surtout à lire mon document intitulé « Les fondamentaux des enjeux de développement » où j'aborde notamment l'enjeu d'attachement et l'enjeu d'estime de soi. Je le mets à nouveau en ressources. S'il vous plaît, respectez bien le copyright. Mais ça me semble intéressant que vous puissiez le lire tranquillement pour pouvoir mieux comprendre, mieux appréhender le contenu de cette vidéo. Voilà, je pense avoir tout dit en matière de présentation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sûr de cliquer sur les notifications. Comme je vous l'ai dit, je pense mettre à votre disposition une dizaine de vidéos d'ici la fin de l'année. Donc le rythme va être assez soutenu pour moi, mais en même temps, ça me fait vraiment très très plaisir de partager ça avec vous. N'attendons pas, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi ces 7 styles de couple? Juste après le générique. Alors, commençons par ce premier slide qui récapitule les 7 styles de couple. Donc, vous redécouvrez les icônes que je vous ai mis à votre disposition à la dernière vidéo. Et donc, je les ai nommés. Donc, le couple numéro 1, on va l'appeler le couple sécurisant. Le couple numéro 2, le couple dépendant évitant. Le couple numéro 3, le couple contrôlant soumis. Le couple numéro 4, le couple anxieux insécure. Le couple numéro 5, le couple sécure anxieux, le couple 6, le couple désorganisé borderline et le couple 7, le couple compétitif et combatif. Rentrons dans le détail de chacun de ces styles. Alors, commençons par le premier style de couple, le couple sécurisant. 2 individus avec un attachement plutôt sécure, une bonne estime de soi et de confiance en soi. Vous l'avez compris, ce n'est pas nécessairement le style de couple que je rencontre en début de thérapie. En revanche, l'accompagnement thérapeutique doit à un moment donné permettre justement de sécuriser la relation de couple. Quand on parle de couple sécurisant, on parle d'une relation équilibrée, apaisée, où il y a davantage de communication, la communication est ouverte et bienveillante, où chacun peut s'exprimer dans sa manière de penser, où il n'y a pas nécessairement de prise de pouvoir sur l'un ou sur l'autre, et puis où l'altérité est présente et respectée. Bien entendu, quand on est dans ce type de relation, on se projette davantage sur le long terme, parce que la relation est harmonieuse et ensoleillée, on essaie vraiment de la dynamiser à travers des projets qui sont soit des projets de vacances, ou des projets qui sont de plus grande envergure ou de plus long terme. Un exemple de dynamique, les partenaires se sentent en sécurité et valorisés. Donc quand je dis valoriser, c'est bien valorisé par l'autre, favorisant une croissance personnelle et une relation harmonieuse. Vous voyez, ce type de relation de couple est extrêmement intéressant parce que on pourrait penser que ça appartient simplement à des univers d'individus particuliers. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, comme je vous l'ai dit juste avant.
Moi, en tant que thérapeute de couple, j'essaie d'aller là, j'essaie d'accompagner le couple justement à être plus sécure, à pouvoir justement être davantage dans des échanges où la vulnérabilité est présente et acceptée et accueillie par l'autre. Et c'est très intéressant de pouvoir imaginer que quel que soit le couple que l'on rencontre et quels que soient les problèmes qu'il traverse, il y a toujours une porte ouverte à une relation qui soit plus apaisée, plus aimante, avec davantage de bienveillance et davantage de respect. Alors, parlons du deuxième style de couple, le couple dépendant-évitant. En matière de composition, il s'agit plutôt d'un individu avec un attachement anxieux ambivalent, plutôt dépendant, une faible estime de soi, et un individu avec un attachement plutôt évitant et une estime de soi variable. C'est un couple que je rencontre fréquemment au sein du cabinet. Et ces caractéristiques sont assez communes. Un partenaire sollicite souvent ou fréquemment les manifestations de l'attachement ou du soutien de l'autre, tandis que l'autre évite l'intimité soit par peur du conflit, soit par peur de l'étouffement ou de la rupture, ou par le sentiment d'être inadéquate à répondre aux besoins émotionnels de l'autre. Et donc s'ensuit un cycle de poursuite et de retrait, créant une dynamique instable. Dans ce type de relation de couple, le triangle de Karpman est extrêmement présent. Donc il y a bien sûr à ce moment-là des difficultés à établir une communication ouverte, authentique et à résoudre des conflits. Exemple de dynamique, le partenaire anxieux se sent souvent insécurisé et négligé, tandis que l'autre, l'évitant, se sent envahi, impuissant à répondre aux besoins de l'autre et fuit l'intimité. Alors comme je vous le disais, ce type de relation, ce type de couple, je le reçois très fréquemment au sein du cabinet. Et d'ailleurs, en général, c'est plutôt la femme qui est dans la sollicitation de la relation, dans le besoin de l'expression émotionnelle de l'autre, et c'est plutôt l'homme qui, lui, a plutôt tendance à être dans le retrait, dans le silence, et parfois dans la peur de s'exprimer tout simplement. Ça tient à quoi ? Ça tient à plusieurs choses. Alors, Yvan Dallaire avait, lui, un premier bout de théorie, pourrait-on dire de cette manière-là. Lui disait que ça appartenait déjà à des enjeux archaïques, c'est-à-dire qu'au temps de la préhistoire, l'homme et la femme ont déjà dû se construire dans deux polarités différentes. La femme, elle avait besoin de s'occuper de la tribu, de gérer les enfants, de gérer les repas, et donc, pour ce faire, elle devait être davantage dans la communication, alors que l'homme, lui, étant chasseur, il devait être plutôt dans le silence. Et puis, n'oublions pas aussi le poids des siècles derniers, de génération en génération, jusqu'au siècle dernier. L'enfant, le garçon-enfant, était quand même élevé dans une dimension de soit tu pleures et t'es pas fort, soit tu pleures pas et t'es fort. Moi j'ai entendu dans mon enfance, arrête de pleurer, on dirait une fille par exemple, vous voyez. Donc c'est vrai que maintenant cette dimension-là, en fait, ces injonctions-là sont moins présentes, mais pour autant, ça reste encore en partie dans nos gènes. L'homme a plus de difficultés d'exprimer ses émotions, ses sentiments que la femme. Et ça amène, dans ce type de couple, justement, des propos de style oui, de toute façon, les sentiments, ça fait deux, ou oui, les émotions, ça fait deux, ou de toute façon, elle, c'est jamais assez pour elle, ou elle est toujours en demande, elle me sollicite toujours. Donc ça amène vraiment à des relations où on a l'impression que les conjoints ne se comprennent pas sur des fondamentaux qui sont l'expression émotionnelle et le besoin de soutien. Alors le troisième style de couple, le couple contrôlant-soumis. En matière de composition, on va plutôt trouver un individu avec une estime de soi variable et un attachement ambivalent, et un individu avec un attachement plutôt évitant ou au contraire dépendant, une estime de soi plutôt faible. En matière de caractéristiques relationnelles, qu'est-ce qu'on observe ? On observe plutôt une dynamique de pouvoir déséquilibrée, c'est-à-dire où l'un contrôle et l'autre suit jusqu'à un certain point.
Le partenaire contrôlant cherche à obtenir la sécurité relationnelle selon ses propres représentations, tandis que l'autre, ne trouvant pas sa place ou restant à sa place qui lui est attribuée, évite la confrontation par peur de rejet ou du conflit. En général, le partenaire soumis alterne aussi des moments d'opposition et de repli, créant ainsi des clashs successifs. Donc il y a vraiment un problème de respect mutuel et de satisfaction relationnelle. Vous l'avez compris, là on est vraiment dans une relation où l'un a le pouvoir, on va dire, de la gestion de la relation, et l'autre est plutôt dans une attitude de suiveur, jusqu'à un certain point. Le jusqu'à un certain point est très important parce que dans cette dynamique de couple, au début de la relation, on peut vraiment trouver ça, et d'ailleurs chacun peut y trouver son compte. Et puis au fil des années, il y en a un qui accepte de moins en moins le contrôle de l'autre, et la relation peut devenir à ce moment-là explosive. Est-ce qu'il y a une polarité homme-femme comme le couple précédent a donné? Non. C'est du 50-50, soit c'est plutôt l'homme qui est contrôlant, soit c'est plutôt la femme qui est contrôlante. En général, c'est plutôt vraiment l'histoire individuelle de chacun qui amène ça. Il n'est pas rare que la personne qui contrôle a vécu une enfance avec un parent contrôlant. Et à l'inverse, il n'est pas rare que la personne qui est plutôt dans la soumission a vécu aussi un environnement où l'un des parents était soumis. Ce qui est remarquable dans ce type de couple, c'est que, comme je vous le disais juste avant, c'est vrai que au début, ça peut être très sécurisant d'avoir, par exemple, un conjoint qui gère toute la relation où l'autre n'a pas vraiment à se poser de questions, il suit, et puis tout se passe bien jusqu'au moment finalement où il y a un ras-le-bol qui peu à peu se met en place, et la personne justement qui était au départ dans la soumission bascule peu à peu dans la résistance. Et c'est à ce moment-là, en général, que les couples viennent consulter, c'est que la relation ne marche plus parce qu'il y a une forme d'opposition qui s'inscrit au sein même de la relation. Alors, quatrième style de couple, le couple anxieux-insécure. Donc, la composition est plutôt sexy, deux individus avec un attachement anxieux ambivalent, plutôt dépendant et une faible estime de soi effacée ou doutante. En matière de caractéristiques relationnelles, la relation est marquée par l'anxiété, la dépendance émotionnelle et la recherche constante de réassurance. Les partenaires peuvent traverser des hauts et des bas émotionnels avec des périodes de proximité suivies de périodes de conflit. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est lié là à l'assimilation de la relation, c'est-à-dire le couple rencontre des difficultés à établir une stabilité émotionnelle et relationnelle. En matière d'exemple de dynamique, on peut trouver des partenaires qui cherchent constamment à se réassurer, mais leur insécurité mutuelle crée des tensions, des disputes fréquentes, rendant ainsi la relation instable. Alors dans mon expérience, ce type de couple appartient plutôt à des couples assez jeunes, c'est-à-dire des couples qui ont quelques mois ou quelques années d'expérience ensemble. Ce sont des couples assez touchants parce qu'ils sont faits de hauts et de bas. Les hauts peuvent être très hauts, où vraiment il peut y avoir une belle expression amoureuse, où il y a du rire, il y a de la bienveillance, on a des projets, on les imagine ensemble, beaucoup de sexualité. Et puis, d'un seul coup, pour une raison ou pour une autre, pouf, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. Et là, la relation se bascule dans une autre polarité avec beaucoup de souffrance, beaucoup de revendications et même parfois de la violence. Et bien entendu, l'enjeu du thérapeute, c'est d'essayer de réguler la relation et de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer d'une manière apaisée et bienveillante, d'être plutôt dans une forme d'expression de leur vulnérabilité plutôt que dans une forme d'exigence, de réassurance. Alors, évoquons maintenant le cinquième style de couple, le couple sécure-anxieux. Je vous ai noté la composition, un individu avec un attachement plutôt sécure et une bonne estime de soi, avec
un individu ayant un attachement anxieux et une estime de soi variable. En matière de caractéristiques relationnelles, ce que l'on peut observer, c'est que le partenaire confiant fournit un soutien et une sécurité émotionnelle, et dans l'autre a développé sa propre sécurité émotionnelle. Il y a donc, comme je l'indique, un potentiel de croissance et de guérison pour le partenaire qui est le moins sécurisé. En revanche, le partenaire sécure peut parfois rencontrer des problèmes d'assertivité au sein de la relation en fonction du niveau d'anxiété de l'autre. Et je vous ai noté là une règle. Plus un individu avec un attachement sécurisé est en couple avec une personne ayant un attachement anxieux prononcé, moins il peut être considéré comme sécure. Et oui, pourquoi cette règle? Tout simplement parce que la reproduction est très forte dans la relation de couple. Et si vous vous mettez en relation avec une personne qui est très anxieuse, très insécure, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison-là, elle appartient à votre propre histoire, à la manière dont vos propres enjeux d'attachement et d'estime de vous-même se sont construits. Donc c'est très intéressant de voir ça. À titre personnel, dans mon expérience d'accompagnement, je rencontre peu ce type de couple. Mais ils existent et c'est bien de le noter. Alors, abordons maintenant le couple désorganisé borderline, le numéro 6. Donc sa composition, 2 individus avec un attachement désorganisé, une estime de soi plutôt faible ou au contraire narcissique de combat. En matière de caractéristiques relationnelles, ce que l'on peut observer, c'est que la relation est marquée par la confusion et la contradiction, avec des comportements alternant entre proximité et distance, une dynamique de pouvoir déséquilibrée où l'un peut dominer, manipuler l'autre, et l'autre se soumet jusqu'à un certain point pour éviter la confrontation par peur du rejet ou du conflit. Les partenaires peuvent avoir des réactions émotionnelles intenses et imprévisibles, créant un climat relationnel instable. Et là, j'observe en général des risques de violence récurrentes, incluant insultes, menaces et agressions physiques. Donc une dynamique que je vous ai donnée en exemple. Les partenaires alternent entre des phases de proximité intenses et des périodes de conflits violents, rendant la relation chaotique et imprévisible. Heureusement, ce sont des couples que je reçois au sein du cabinet d'une manière peu fréquente, mais j'en reçois quand même. Ce sont des couples assez désespérés en général parce que les mécaniques relationnelles sont tellement ancrées dans de la souffrance, dans la douleur, ils ne savent pas du tout comment s'en sortir. J'observe que dans ce type de couple, il peut y avoir la consommation aussi de produits illicites, comme du cannabis par exemple. Et en matière d'accompagnement, ça peut être extrêmement compliqué de pouvoir aider à faire en sorte que la relation s'apaise. Bien souvent, dans mon expérience, moi j'ai invité l'un ou l'autre des conjoints ou les deux d'aller consulter un psychiatre parce que sans aide médicale, moi je m'en sortais pas, quoi. Donc on y arrive. Quand je vois que le couple arrive à mieux fonctionner, alors je mets pas en général la barre trop haute, mais quand je vois quand même que les périodes d'accalmie sont devenues plus longues que les périodes où au contraire il y a de la tension, je trouve que c'est déjà un bel exploit. Ce sont des couples vraiment que je considère en grande souffrance, c'est-à-dire que j'attends pas à ce que d'un seul coup il y ait des prises de conscience qui permettent à ce que le couple se régule complètement. Les souffrances sont en général très individuelles, elles appartiennent à des histoires chaotiques qui peuvent être épouvantables, et c'est très compliqué à ce moment-là de pouvoir faire en sorte que la relation puisse fonctionner uniquement à travers de la bienveillance, du calme, de l'écoute, etc. Alors je complète un peu ce que je viens de dire parce que je suppose que vous vous interrogez sur les fameuses relations teintées d'un comportement que l'on qualifie ou qu'on pourrait qualifier de pervers narcissique.
C'est vrai que j'en parle pas dans cette vidéo. Ce type de relation existe. Le comportement destructif d'un des partenaires vis-à-vis de l'autre, je l'ai déjà vécu au sein du cabinet. Ça peut prendre vraiment tous les aspects possibles et imaginables. C'est parfois des comportements assez sournois et puis d'autres des comportements assez visibles au contraire. Ça appartient plutôt au couple contrôlant soumis et à ce type de couple-là, le couple borderline. Chaque cas est particulier. J'aime pas mettre à titre personnel des étiquettes sur des gens, mais c'est vrai que dans la relation de couple, on peut parfois rencontrer des relations qui sont extrêmement nocives pour l'un des conjoints. Là, malheureusement, l'accompagnement que l'on peut mettre en place quand les couples viennent nous consulter, et ce n'est pas toujours le cas, eh bien, c'est d'essayer de faire monter en conscience justement la personne qui subit la relation, pour le coup, à travers le questionnement, d'essayer de voir ce qui se joue chez elle pour accepter ce qui est inacceptable. Alors, abordons le 7e style de couple, le couple compétitif-combatif. Sa composition, elle est faite de 2 individus égocentrés plutôt combatifs, avec un attachement plutôt ambivalent et une estime de soi plutôt variable. En matière de caractéristiques relationnelles, on retrouve une relation qui est marquée plutôt par la rivalité ou la confrontation constante, la difficulté à collaborer ou à trouver des compromis entraînant ainsi des conflits fréquents, des positions individuelles qui sont marquées et qui sont rigidifiées, et puis une façade de force cochant souvent des insécurités profondes. Ce type de couple peut être la suite systémique des relations précédentes, hormis le premier bien sûr, quand les frustrations et les insatisfactions sont telles que la relation devient proche de la rupture. Oui, pourquoi j'ai noté ça? Tout simplement parce que au sein du cabinet, c'est ce que je constate souvent, c'est que les gens viennent quand il y a un ras-le-bol. Et le ras-le-bol, c'est j'en ai marre que mon conjoint, que ma conjointe se comporte de telle ou telle manière. Donc, il y a une forme de prise de position, il y a une forme de résistance qui s'installe dans la relation. Et à ce moment-là, le dialogue est rompu. C'est-à-dire qu'on accuse l'autre d'être à l'origine des problèmes que l'on rencontre au sein de la relation. Chacun reste campé sur ses positions et on n'arrive plus à se rejoindre dans une dynamique de relation bienveillante où la communication est ouverte, où chacun arrive à s'exprimer. Quand ce type de relation est vraiment amène des vagues de disputes, de confrontations, de colère à tout va, la relation est proche à ce moment-là de la rupture. Et d'ailleurs, bien souvent, quand je reçois ce type de couple, l'enjeu thérapeutique, le thérapeute de couple est la dernière carte à jouer, quoi. Soit on y arrive, soit on se sépare. Voilà, j'ai terminé pour la présentation des 7 styles de couple. On va maintenant aborder la vidéo suivante. Dans le cas de cette prochaine vidéo, je vais revenir à aux 5 composantes du couple, notamment la composante des besoins primordiaux. Ça s'appelle la carte du couple. On verra pourquoi ça s'appelle de cette manière-là. Ça sera une vidéo très intéressante. Vous verrez que à travers ces besoins primordiaux, vous allez certainement retrouver un certain nombre de choses qui appartiennent à votre relation de couple. Cette vidéo aura, je pense, lieu d'ici 2-3 semaines. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que son contenu vous a intéressé. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre relation. Au revoir.